c'est important que chacun puisse créer, mais pas avec une pression en disant s'il y a d'échecs, c'est foutu. Nous, au contraire, et peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur cette notion à l'échec qui est pour moi particulièrement importante dans l'entrepreneuriat, mais de se dire, oui, il y a toutes les conditions qui sont faites pour quelqu'un qui souhaiterait créer quelque chose dans l'école. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de J'aime entreprendre. Aujourd'hui, on interview Jean-François Fiorina, le directeur général adjoint de Grenoble École de Management. Bonjour Monsieur Fiorina, on est très heureux de vous avoir dans ce nouveau Gale Talk. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Voilà, donc on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Est-ce que vous pourriez nous raconter rapidement votre parcours jusqu'à que vous soyez arrivé à GEM? Je suis arrivé à GEM il y a maintenant 21 ans. Et auparavant, j'ai eu différentes vies professionnelles, mais avec toujours de l'enseignement. Alors, une première partie de vie en tant que banquier, avec de l'enseignement. Ensuite, j'ai été recruté par un cabinet de consultants sur l'international et la géopolitique, où j'ai fait énormément de formations et de conseils aux entreprises, mais également dans les pays de l'Est, puisque c'est un cabinet qui a eu beaucoup de contrats après la chute du mur de Berlin. J'ai ensuite rejoint le monde des écoles de commerce par l'intermédiaire de l'ESC Amiens, avec différents postes. Et puis ensuite, donc, l'arrivée à Grenoble, plutôt le retour à Grenoble, puisque je suis né à Grenoble, j'ai vécu à Grenoble et toute ma famille était encore à Grenoble. Mais c'est vraiment le hasard qui a très bien fait les choses. D'accord. Donc ça fait donc 21 ans que vous êtes à GEM. Comment vous expliquez cette longévité Moi, je m'accroche. Non, comment beaucoup de passion. J'ai eu la chance d'être dans le développement donc, de l'école. C'est une école qui a des possibilités absolument gigantesques et c'est également une école, on le sait trop peu malheureusement, qui donne sa chance à tout le monde, où chacun a la possibilité de développer ses propres projets, d'installer donc son poste et donc au travers des évolutions que j'ai eues, d'abord au départ en tant que responsable des masters spécialisés, ensuite directeur du PGE et ensuite à la direction générale adjointe, direction donc des programmes, à chaque fois de faire ce qui me plaît avec beaucoup de projets et j'en ai encore beaucoup, donc j'espère bien évidemment rester encore pendant longtemps. On sait qu'à GEM, l'entrepreneuriat est un sujet majeur. D'ailleurs, toutes les écoles de commerce s'y mettent avec leurs incubateurs, leurs masters entrepreneurs. Comment fait GEM pour se démarquer des autres écoles? Alors, je crois que GEM a une légitimité sur l'entrepreneuriat, puisque dès la création de l'école, en 84, les fondateurs avaient fait de l'entrepreneuriat un élément de base, avec le management technologique, avec l'innovation, et ça allait de pair également avec le territoire. Et je crois qu'un premier élément dans cette légitimité, au-delà de l'aspect historique, c'est le fait que nous sommes ici dans une terre d'entrepreneuriat et de technologie. Et donc il y a ce premier point d'avantage. Ensuite, comment se démarquer? L'innovation, la géopolitique, et puis tout ce que nous avons fait en matière de pédagogie et d'accompagnement pour les étudiants. Alors pédagogie avec des cours, des électifs, un certain nombre de projets, un parcours en première année avec le parcours Odyssée, qui est une forme d'entrepreneuriat, le lancement de l'association J'aime entreprendre pour diffuser cet esprit d'entrepreneuriat, et puis des formations spécialisées, une en français, le master spécialisé entrepreneuriat, et une en anglais avec le MSc ICE. Au-delà de tous ces aspects de pédagogie, on a toujours eu également une volonté d'aider, d'accompagner les étudiants, mais pour nous, on ne voulait pas dire à un moment donné dans le cursus de l'étudiant, aujourd'hui, allez, c'est fini l'international, aujourd'hui c'est l'entrepreneuriat, demain ça sera la finance, parce qu'il y a de la maturité, il y a de la réflexion, ça peut venir à tout moment. Et donc on a créé deux structures. La première, il y a 15 ans, le bureau des talents, pour permettre à l'apprenti entrepreneur de se poser les bonnes questions. On n'est pas encore dans le projet en tant que tel, mais un étudiant qui a un projet, on va l'aider à se questionner, et donc ça c'est le rôle du coaching center, pour se poser donc les bonnes questions. Est-ce qu'il voit bien un petit peu toutes les conséquences qu'il y a? Est-ce qu'il est conscient de ce qui va être? Il peut commencer également à faire ses premières recherches. Il est identifié pour nous, ce qui signifie que si à un moment donné il y a un arbitrage entre aller à un cours et un rendez-vous avec un avocat
absolument essentiels, eh ben, il y a de l'absence excusée. Et donc, on a créé ce bureau des talents, vraiment, encore une fois, pour accompagner la réflexion et faire en sorte que l'étudiant n'ait pas de regrets et puisse mener de front, parce que c'était pour nous aussi un élément important, qu'il puisse à la fois réussir sa réflexion, son projet et ses études, et qu'on ne se retrouve pas, même s'il y a des précédents célèbres avec Bill Gates, dans la situation d'un étudiant qui aurait réussi son entreprise mais pas ses études, ou vice-versa. Donc ça, c'est vraiment une structure très souple qui permet à l'étudiant d'être labellisé, identifié et de se poser la bonne question. Et puis on suit ensuite l'étudiant, vraiment là maintenant, il est mûr, il sait qu'il veut aller dans ce projet, et ben il peut rejoindre l'incubateur. Voilà, donc vous voyez, vraiment une philosophie, un accompagnement très souple, et puis des cours pour ceux qui souhaitent se spécialiser. Même à un moment donné, on avait introduit une valeur dans l'école qui était pour l'ensemble des parties prenantes, à la fois des étudiants et des collaborateurs. Et cette notion était la notion de tolérance entrepreneuriale. Et de se dire, c'est important que chacun puisse créer, mais pas avec une pression en disant s'il y a d'échecs, c'est foutu. Nous, au contraire, et peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur cette notion à l'échec qui est pour moi particulièrement importante dans l'entrepreneuriat, mais de se dire, oui, il y a toutes les conditions qui sont faites pour quelqu'un qui souhaiterait créer quelque chose dans l'école. D'accord. Et est-ce que vous avez un suivi sur les projets à la sortie de l'école? C'est-à-dire quand les élèves sont lancés dans le grand bain, est-ce que vous continuez à garder contact avec eux? Alors oui, pour tous ceux qui sont tout juste diplômés, qui sont dans l'incubateur. Par contre, notre grand regret, c'est pas forcément d'être au courant des projets d'étudiants qui créent dans une deuxième étape de leur vie. Voilà, donc ça c'est pour nous un peu plus délicat. Il y en a qui viennent aussi à l'incubateur. Il y en a qui reviennent à l'incubateur, mais on a pas mal d'étudiants qui ont mûri cette idée d'entrepreneuriat et qui, au bout de 10-15 ans de vie professionnelle, se disent finalement, oui, c'est là où je veux aller. Et c'est là où on n'a pas toujours le contact avec eux, malheureusement. Alors, je dis malheureusement parce qu'on pourrait les aider au travers des actions et des missions que font les étudiants, dans de la valorisation, dans l'accompagnement et les conseils que pourraient prodiguer les profs de l'école, par exemple. D'accord. Et est-ce que vous, personnellement, vous avez déjà eu un projet entrepreneurial ou un simple projet qui n'a jamais vu le jour? Non, alors peut-être dans l'école avec le dispositif géopolitique, puisque c'est quelque chose de totalement nouveau et disruptif dans le monde des écoles de management, mais de créer une entreprise en tant que telle, non, il n'y a pas eu. D'accord. Et si vous deviez aujourd'hui vous lancer dans l'entrepreneuriat, dans quel secteur vous aimeriez vous lancer? Je dirais sur mes deux thèmes de prédilection. Le premier sur les EdTech. Vous savez, les EdTech, c'est les entreprises qui utilisent la technologie dans l'éducation, avec de nouvelles activités, de nouveaux services, de nouvelles propositions, de nouveaux types d'écoles. Donc il pourrait y avoir ça. Et puis, au risque de vous surprendre, peut-être dans la géopolitique, dans des réflexions qui pourraient être sur lier intelligence artificielle et géopolitique, comment prendre la bonne décision, des algorithmes pour faire des analyses de risques pays ou éventuellement de la formation. Mais là, on rejoint un petit peu le côté tech. Comment préparer des collaborateurs à partir dans des pays à risque. D'accord. Donc selon vous, l'intelligence artificielle au niveau décisionnel, dans tout ce qui est géopolitique, etc., ce serait quelque chose de positif ça peut, parce que de plus en plus, vous savez, la géopolitique, on l'a positionnée comme un outil d'aide à la décision. Et pour qu'il y ait de la décision, il faut qu'il y ait des informations et autres. Et donc, c'est vrai que l'intelligence artificielle pourrait aider. L'intelligence artificielle couplée de la réalité virtuelle pourrait aider également en matière de formation. Et je prends souvent cet exemple. Sur la formation, sur comment travailler avec des Chinois, où on sait que le non-verbal est aussi important que le verbal. C'est toujours difficile de l'expliquer aux étudiants. Et donc, avec de l'intelligence artificielle et de la réalité virtuelle, on pourrait imaginer une sorte de cabine façon photo d'identité, où vous pourriez vous immerger dans des négociations. Et puis, à la fin, vous avez une analyse en disant, tiens, ce que vous avez bien fait, pas fait, et avec l'intelligence artificielle, ensuite d'accentuer certains points pour que on puisse vous améliorer en permanence. D'accord. Et pour en revenir à l'aspect des élèves qui se lancent pendant leurs études dans l'entrepreneuriat, vous avez sûrement vu beaucoup de projets se lancer, d'étudiants se lancer pendant leurs études. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à ces étudiants qui hésitent à se lancer ?
De pas hésiter. Et il faut, enfin comment de ne pas hésiter, il faut aller jusqu'au bout de ses passions. Je constate également que l'entrepreneuriat plaît de plus en plus aux étudiants, et pour deux raisons. La première, parce que c'est au cœur de l'école du futur, c'est un autre moyen d'apprentissage. Il y a une obligation de résultat, il y a de la transversalité, il faut que vous soyez bon aussi bien en marketing, en finance, en droit, gérer des équipes, gérer des conflits. Il y a un besoin de livrables également, donc ça plaît. Ça plaît aussi parce que je m'aperçois en fait que ça devient une très bonne carte de visite pour rentrer dans des grands groupes qui sont friands d'expériences entrepreneuriales réussies ou pas. C'est pour ça, ne pas hésiter s'il y a le moindre projet. Et puis, je t'ai déjà évoqué un petit peu plus tôt dans l'interview, ne pas avoir peur de se planter. L'avantage, c'est qu'à l'heure actuelle, beaucoup d'entrepreneuriat et de projets des étudiants tournent autour du numérique ou de l'utilisation du numérique. Ça signifie qu'il n'y a pas beaucoup d'investissement en tant que tel. Un ordinateur, une connexion Wi-Fi, ça ne marche pas, c'est pas grave, et vous n'avez pas perdu des sommes colossales, comme on pouvait l'avoir il y a 20 ou 30 ans, où là, quand on se lançait, effectivement, il y avait un risque financier considérable. Et donc, quelle est votre relation, vous, à l'échec ? Et comment ? Il faut savoir l'accepter et rebondir. Je crois que c'est vraiment l'élément important. C'est pas toujours facile. On n'a pas toujours non plus une culture en France d'acceptation de cet échec, mais je crois qu'il vaut mieux échouer et en tirer des leçons, parce que ça permet de faire avancer, que de vouloir réussir à tout prix, où là on réussit jamais. Parce que c'est vrai que certains disent qu'en France, l'échec est moins bien considéré comme, par exemple, par rapport aux États-Unis. Ouais. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose que vous avez vu ? Est-ce que vous avez vu des étudiants, etc., avoir très peur de l'échec, alors qu'on essaye justement en école de commerce de leur enseigner l'inverse ? Oui, j'ai vu beaucoup d'étudiants avoir peur de l'échec. Alors derrière, il y a la pression des études, des parents, etc. Et de toute façon, dans la culture française, l'échec est très très mal vu. Alors nous, on l'avait tourné un petit peu d'une autre manière en disant il y a un droit à l'expérimentation, de faire différentes choses. Mais c'est vrai que les financeurs aux capitaux risqueurs américains, quasiment un échec est un point de bonus alors que ça serait des points de malus en France. Est-ce que c'est pas en train de changer ça en France justement ? C'est peut-être également en train de changer, il y a un changement de mentalité, on s'aperçoit également qu'il n'y a pas de vérité absolue, mais ça fait partie aussi des compétences que l'on doit vous enseigner, c'est cette acceptation de l'échec pour vous, pour vos collaborateurs, pour les gens avec qui vous travaillez. Et donc vous avez dû voir beaucoup d'étudiants entrepreneurs. Est-ce que pour vous, il y a un profil type d'étudiants entrepreneurs ? Est-ce que vous avez retrouvé des similitudes entre les profils ou c'est très varié ? Non, il n'y a pas de... Non, on a... Enfin, je vois alors peut-être une évolution. C'est vrai qu'il y a 20 ans, l'entrepreneur était celui qui souhaitait contourner un peu le système. Là maintenant, ça fait partie, je dis, de l'apprentissage. C'est peut-être la seule différence, mais autrement, derrière... Non, il y a tout type de profil. Et par contre, je me permets de reprendre, mais c'est vrai que c'est l'éternel débat et la question, et de se dire, est-ce qu'on doit former l'entrepreneuriat et est-ce qu'on est né entrepreneur ou pas, hein, et c'est pour ça qu'on a créé cette structure de bureau des talents, parce que on s'est dit, certains arrivent à l'école en ayant déjà un projet, d'autres n'en ont aucune idée et ne le souhaitaient même pas, et en parlant avec des profs, des étudiants, ils vont vouloir créer. Voilà, donc notre rôle est plutôt de susciter, et qu'à la fin, l'étudiant, vraiment pour moi, c'est une autre notion importante aussi, qu'il n'y ait pas de regret. En disant, j'aime, c'est, je l'espère, les plus belles années de votre vie. Il y a plein de choses, plein de possibilités, plein d'opportunités, plein de rencontres, de se dire, à un moment donné, oui, j'ai eu un projet, je suis allé jusqu'au bout de mes rêves, ça s'est pas fait, à la limite, tant mieux, parce que toute ma vie, je ne regretterai pas de ne pas l'avoir fait. Et dans quelle mesure, selon vous, l'intrapreneuriat est développé en interne à GEM ? Je crois que la réussite de l'école est du fait de cette tolérance entrepreneuriale et de l'entrepreneuriat. Alors, vous êtes rentré dans une école qui s'appelle GEM, mais il y a 10 ans, c'était le groupe ESC Grenoble, avec différentes écoles, qui étaient le ESC Grenoble, l'EMSI pour les systèmes d'information, GGSB pour l'aspect international. Et chacune de ces écoles est le fruit d'intrapreneuriat de collaborateurs à qui on a dit, et notamment Judith Bouvard pour GGSB, qui a dit à un moment donné, ce serait bien de lancer des formations pour les étudiants étrangers tout en anglais, et à qui on a dit, bravo, vas-y, et qui est arrivé au résultat que l'on a en termes de nombre d'étudiants étrangers. Est-ce qu'on peut considérer l'entrepreneuriat comme une matière à part entière ? Est-ce que ça peut s'enseigner ou pour vous c'est plus un conglomérat
différentes choses. Il n'y a pas de réponse. Ma philosophie, c'est il faut surtout pas forcer quelqu'un à faire de l'entrepreneuriat s'il n'a pas envie. Donc c'est plutôt susciter l'envie. C'est vous mettre dans des situations d'expérimentation. C'est bien évidemment vous sensibiliser à ça, mais il ne faut surtout pas forcer parce que c'est la pire des choses. Qu'est-ce qui pour vous est important d'apprendre dans l'entrepreneuriat? Quelles sont les bases avant de se lancer dans un projet? Une première, mais qui n'est pas académique, c'est la passion et l'engagement. Et après, tout va dépendre en fait du projet, de sa technicité. Mais c'est une combinaison des connaissances. Et dans les connaissances, j'allais dire, il y en a deux qui deviennent pour moi de plus en plus importantes, que sont la data et le juridique. Alors bien évidemment, il faut de la finance, du marketing et autres. Et puis ensuite, plutôt des soft skills sur capacité à convaincre, à communiquer, à synthétiser, capacité à avoir une vision. Voilà, donc c'est pour ça également que ça plaît beaucoup aux étudiants, parce que c'est une synthèse de matière avec un résultat à la fin et dans lequel il faut qu'on soit qu'on ait à différents moments des casquettes différentes. C'est vrai qu'on dit que souvent l'idée c'est pas forcément le plus important, mais c'est plus le passage à l'action, la motivation comme vous dites, qui est le plus important. Vous partagez cette vision? Oui, mais il faut être capable de transformer, il faut déjà avoir l'idée. Oui. Et là encore une fois, donc comment le susciter? On est ici dans des locaux géniaux qui peuvent permettre de susciter l'idée. On a également beaucoup de doubles diplômes qui permettent des rencontres de différentes cultures ou de se former de manière différente, donc qui peuvent également susciter toutes ces idées. Et puis après, il y a la matérialisation de l'idée et puis la deuxième, troisième étape par la suite. C'est vrai que vous parliez des locaux, donc on est en train de tourner ici au GEM Labs, dans le Team Lab qui est une salle d'expérimentation de design thinking. Le bâtiment a été inauguré en janvier 2020. Si 2020, oui. 2020. Et dans quelle mesure ce bâtiment, rempli d'innovation, de salles innovantes, s'inscrit dans la stratégie entrepreneuriale de GEM? Parce qu'il permet la mise en place de notre pédagogie à base d'expérimentation. Et l'expérimentation, elle est pour vous dans le cadre d'un cours, avec le shop connecté dans le cours, de voir tous les éléments qui vont rentrer dans le cadre de l'acte d'achat. Il peut être pour des entreprises ou des partenaires qui peuvent utiliser cette salle pour améliorer un process, une idée ou un service. Il peut être peut-être dans d'autres labos que nous montrons et qui permettent, là, encore une fois, des réflexions, des réflexions collectives ou individuelles. On croit beaucoup dans l'école du futur à cette multi-expérimentation. Encore une fois, vous avez besoin d'être confronté à des situations de nature différente, parce que c'est le plus important. Et un peu comme un interne en chirurgie, le matin, il ne sait pas s'il va changer un cœur, faire une appendicite ou poser un plâtre. L'étudiant de GEM, il faut qu'il ait cette multiplicité de ces expérimentations pour être prêt à affronter des situations qui vont être radicalement nouvelles. Et malheureusement, le Covid en est un triste exemple. Est-ce que vous auriez en tête une success story d'un entrepreneur gémien ces dernières années? Wisby. Voilà, Wisby qui a su à chaque fois rebondir avec de nouveaux business models et qui est maintenant montré en exemple. Oui. C'est vrai que récemment, ils ont été mis en avant. Oui, pour des levées de fonds importantes. Voilà, ouais. Exactement. Et j'ai également vu que vous teniez un blog depuis plusieurs années. 10 ans. Depuis 10 ans. Je crois que vous en êtes à peu près 500 articles, si j'ai bien compté. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Pourquoi ce blog? Qu'est-ce que ça vous apporte? Dans mes missions, il y en a une d'incarner l'école auprès des étudiants en interne, à l'externe. Et donc le blog m'a paru important parce que c'est un moyen qui permet de montrer ce que je fais et la diversité de mes activités. Ça rejoint votre question en disant pourquoi ça a duré si longtemps, parce qu'il y a eu des évolutions permanentes et chaque année ou chaque mois quasiment je fais des choses radicalement différentes. Et donc il y avait ce besoin de montrer donc, ce qu'il en est, besoin aussi de montrer à l'ensemble de nos parties prenantes, dont vous, de dire qu'une école, c'est pas une salle de classe, c'est bien au-delà. Donc il y a tous ces éléments.
Et puis comment partager mes réflexions, parce que par rapport à certains articles sur l'école du futur, sur la mondialisation, sur la géopolitique, j'ai des retours et ça me permet d'alimenter ma réflexion. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec les années, le format article va commencer à être un petit peu dépassé? Parce que les gens, les jeunes notamment, lisent de moins en moins d'articles. Est-ce que vous pensez que, par exemple, votre blog, dans quelques temps, pourrait évoluer vers des formats plutôt, comme on fait ici, vidéo par exemple? Est-ce que vous penseriez capable d'évoluer dans ce sens-là? Alors, il y a déjà quelques évolutions, puisque bon, le blog également est un élément important dans le monde académique. Il est sur une plateforme sur lequel se rencontrent les acteurs de l'enseignement supérieur, donc c'est important. Par contre, j'ai maintenant un autre support, puisque je fais des interviews vidéo sur l'enseignement supérieur et qui sont diffusées chaque mois dans un autre média, qui est Campus Matin, et dans lequel j'interviewe des spécialistes de l'enseignement supérieur. Le dernier entretien apporté, qui a été publié cette semaine, est avec le responsable du Club Déméter, qui est une alliance d'écoles autour de l'agroalimentaire, dont j'ai interviewé des spécialistes d'études qui ont fait sur la projection de l'enseignement supérieur. Donc il y a ces éléments. Et puis je publie également en matière de géopolitique. Et donc il y avait des notes clés. J'ai changé de format depuis la semaine dernière avec des newsletters qui rappellent quelques éléments. Et dans ces éléments, il y a également une interview vidéo d'un acteur de la géopolitique. Donc pour moi, c'est important d'avoir les deux, à la fois le texte et la vidéo. Et dernière question de cette interview, est-ce que vous serez présent au Festival de l'entrepreneuriat 2021? Bien sûr que oui. Et si je ne peux pas y être, de toute façon, il y aura forcément des tweets du LinkedIn, du Facebook ou de l'Instagram et des commentaires de ma part. Bon, en tout cas, merci pour vos réponses. Merci à vous. C'est intéressant et on se retrouve au festival alors. Sans aucun problème. N'oubliez pas avant le Festival de géopolitique. Oui.